Voici un personnage intéressant, toujours droit comme un i, vêtu tel le commandant Bugarak. Il n'est pourtant représenté qu'à 5 reprises par Bennett. Cependant, son rôle auprès de Dardantor fait de Patrice un personnage digne d'intérêt. Détail important, qu'il soit à terre ou sur l'Argelès, il reste coiffé de sa casquette d'officier qu'il ne quitterait pour rien au monde. Et Dieu sait que les chapeaux des protagonistes de ce voyage sont d'une importance vitale. Mais nous nous pencherons sur ce point un peu plus tard. Intéressons-nous à ce que l'ami Julius dit de lui. Or, Saint Patrick est le patron des Irlandais. Pour les Écossais, c'est Saint Andrew. Pourquoi une telle méprise, surtout que Vern a du sang de Highlander dans les veines du côté de sa mère, Sophie Alotte de la Fuille? Cette erreur est évidemment volontaire. Mais pour quelle raison? Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Bref, ce couple pour le moins hétéroclite est présenté au lecteur tel des Laurel et Hardy avant l'heure. Voilà une phrase qui a un arrière-goût de rapport maître-esclave, voire d'un animal attaché. Un mentor est un précepteur, et c'est-à-dire un conseiller, d'où la phrase de Verne. Parmi les collaborateurs dans l'entourage de Charlemagne, 2 noms nous sont parvenus, ceux d'Eginhard et d'Alcuin. Mais le seul à avoir un rapport avec l'Angleterre était Alcuin, et pour cause, il y était né. Le premier Patrice, c'est donc lui, tant qu'à son prénom. À ce sujet, l'ami Julius a tout à fait raison. Il était bien plus méritant que son employeur. Frère Alcuin fut béatifié. Un saint local, soit, mais saint quand même. D'où son uniforme d'officier de marine qu'il ne quitterait pour rien au monde. Mais revenons à nos moutons. Celui qui fut réellement glorifié du titre fut Charlemagne, car être patricien, c'est être protecteur de Rome. Et pour cela, il faut de l'argent, des hommes et du matériel de guerre afin de défendre la Sainte Ville. Chose que le moine n'avait pas. Aussi cette situation d'obligé vis-à-vis de l'Église catholique fut-elle donnée à Charlemagne. Approfondissons les informations données sur cet Anglais. Il méritait ce nom, ce qui est exact. Le vrai défenseur de la foi catholique et donc du pape, c'était lui. Alcuin était moine né à York vers 730. Il se rendit à Aix-la-Chapelle en 782 où il devint précepteur de Charlemagne et de ses fils à l'école palatine. Il prit part aux principaux conciles, se retirera dans l'abbaye de Tours en 1801 où il y décédera en 804. Considéré comme un des plus grands savants de son époque. Il fut l'un des principaux opposants du dogme de l'adoptianisme qui traite de la nature du Christ. Jésus était-il le Fils de Dieu ? Or, cette question d'adoption va hanter les relations entre les protagonistes du roman tout au long de ce voyage extraordinaire. Détail intéressant, la ville d'York n'est ni en Écosse ni en Irlande, mais dans le Yorkshire, c'est-à-dire au nord de Londres. Une erreur de localisation volontaire qui concerne une des autres histoires du roman. Mais souvenons-nous toujours qu'il y a plusieurs aventures imbriquées entre elles. Quel fut le deuxième Patrice à l'époque de Frédéric Barberousse ? Peut-être l'antipape Pascal III, qui sous la pression de l'empereur Frédéric Ier, fut le seul à oser l'impensable et déclarer Charlemagne bienheureux, antichambre obligée pour obtenir le statut de saint. Barberousse, saint de la couronne de fer, est travaillé au corps par son illustre ancêtre. Ce dernier veut faire écourter cette situation de transition de son statut de bienheureux afin d'être reconnu au plus vite, reconnu comme saint à part entière.
Sur son dessin, Léon Bennett a déjà anticipé la suite des événements en transformant son béret en une nimbe de façon métaphorique. Un autre Patrice est-il possible à l'époque du Saint-Empereur germanique? Ce monarque n'avait pas de conseiller de la stature d'un Alcuin ou d'un Eginhard. S'il faut se chercher une éminence, c'est du côté de Rome. Un pape ou antipape autre que Pascal III, dont l'élection était le résultat d'un schisme au sein de l'Église. Les bulles papales furent toutes annulées après sa mort en 1168, anéantissant au passage le travail de Barberousse concernant son illustre ancêtre. Donc, tout est à refaire. En 1187, suite à une audience avec le pape Grégoire VIII et l'empereur du Saint-Empire, alors que les relations étaient plus que tendues entre les deux hommes, un miracle eut lieu. Barberousse fut le premier à répondre positivement à la troisième croisade. Il sera plus tard rejoint par Richard Cœur de Lion et Louis VIII. En prenant les devants sur les autres monarques, Barberousse avait-il fait un deal avec le pape? En fait, les deux hommes ont besoin l'un de l'autre. En Terre Sainte, les troubles ont repris et ces troubles ont un nom. Saladin. De son côté, l'empereur, qui est depuis longtemps en délicatesse, désire renouer avec le Saint-Siège. Surtout, Barberousse n'a pas oublié son aïeul Charlemagne qui doit rôtir en enfer. On connaît la suite, la noyade sur la route de Jérusalem. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et le troisième Patrice, un contemporain de l'ami Julius. Que nous en dit l'écrivain? Ou, pour poser la question différemment, y a-t-il un Écossais dans les illustrations? La réponse en images. C'est oui, et son chapeau le confirme. A-t-il gardé son kilt? Si oui, quelle est la couleur principale de son clan? Un bleu prédominant n'est pas à exclure. Un noble habillé en écossais appartenant à la Chambre des Lords en cette fin du XIXe siècle, ça ne devait pas courir les rues. Nos amis d'outre-Manche sont très conservateurs. Aussi, retrouver des listings chez eux est un jeu d'enfant. Au moins, avec cette gravure, l'explication de texte sera rapide, mais en raison du contexte très particulier du sujet qui va être traité. Ce personnage énigmatique était certainement un intime de la reine Victoria, qui appartenait à la maison de Hanovre et qui, en épousant son cousin Albert de Saxe en 1840, rendit la cour d'Angleterre plus allemande que le Saint-Empire germanique. Aussi, à Windsor, l'allemand était la langue en vigueur dans l'entourage de la reine et cela allait durer jusqu'en 1914. Alors, un individu d'origine teutonique, vêtu tel un Écossais et ayant des manières de lord anglais, est-ce possible? La réponse est oui, en la personne d'Alfred Ier de Saxe, fils de la reine Victoria. Un personnage qui cumulait les titres de noblesse, dont celui de duc d'Édimbourg. Un vrai faux Highlander, digne des personnages du théâtre de l'ami Julius.